Salut, c'est Mike. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chill and Q&A. Je te fais un petit rappel si tu connais pas le principe. Le principe, c'est que on est chill, on est tranquille ici, petit coffee et euh, Q&A, questions-réponses. Donc l'idée, c'est que je réponds à vos questions et l'idée, c'est d'être un peu plus cool, un peu plus relax. Je prends le temps tranquillement de répondre à vos questions et ce qui peut faire des épisodes qui sont un peu plus longs. Et vu que c'est des épisodes un peu plus longs, eh bien, je vais les poser, je les poste en général sur mon podcast MyCoder. Tu cherches podcast sur toutes les plateformes, les plateformes classiques. Alors, je vois que le micro est un peu fort. Je vais baisser de ce pas. Tu vois, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de, on coupe pas, on monte pas et on est cool. Voilà, voilà. Alors, donc l'idée, voilà, c'est de répondre aux questions de manière pépère, de prendre le temps d'y répondre et vous retrouverez donc tout l'épisode complet. On est au cinquième, épisode 5 ou 6. Faudrait que je regarde à chaque fois, j'ai jamais le note. Épisode 6 peut-être. L'idée, c'est tout simplement que je réponds à vos questions pendant que Mowgli, là, mon chien derrière, est en train de je sais pas ce qu'il fait là, il est en train de faire sa toilette. J'espère qu'il va pas faire trop de bruit. Voilà, pépèrement. Allez, vous avez été nombreux à m'envoyer des petites questions. Question intéressante, comme d'habitude. Eh bien, on va commencer par euh, Bentoumi Salia, qui me dit, alors, jeune diplômé en ingénierie des systèmes d'information, durant mon parcours, c'était théorie, et là, j'essaie de me reprendre en main, je fais de zéro HTML, CSS, JS. Bravo, c'est la base. Arrivé au PHP, j'ai un problème avec WAMP. Mais je veux me spécialiser en front-end et je me sens perdu, perdu et surtout seul et je ne sais pas comment faire. Je tourne en rond, aidez-moi s'il vous plaît. Oui, bah alors ça c'est un truc qui arrive assez souvent. C'est malheureusement c'est un peu, enfin voilà, t'es pas la seule, je pense. Salia, je pense que c'est nom de féminin, il me semble. Hein. Enfin, faudrait pas que en plus tu mets GC, bon, ouais, je sais pas. Bref, si jeune diplômé et eux, donc voilà. Ouais, je pense que t'es pas la seule. Beaucoup de personnes qui sortent un peu comme ça de diplômés, ingénierie, système d'information. Moi, j'ai fait un truc comme ça, en plus, système d'information, bancaire, machin, tout ça. En gros, dans ce genre d'école, on n'apprend pas le code. On voit les bases, ah, c'est de la théorie, système d'information, on va toucher un petit peu de temps en temps, un petit peu de bout de code. Alors moi j'ai de la chance, c'est en alternance, je ne sais pas c'est quoi si de ton côté c'était en alternance, mais effectivement, pas facile. Tu dis, j'ai repris à zéro HTML, CSS, JS, arrivé au PHP, j'ai un problème avec WAMP. Alors là, désolé, mais je ne vais pas pouvoir t'aider sur cette partie-là. Bah, WAMP, pour les personnes qui ne savent pas, une application, un bundle qui contient PHP, MySQL et un serveur web Apache. Oui, bah, ça arrive. Écoute, les problèmes, ça arrive, c'est comme ça. Hein, et dont ton boulot, bah, c'est de résoudre ce type de problème. Donc, ça, c'est un truc assez classique. Donc, je pense il faut que tu trouves sur le net. Faut que, là, bon, voilà, sur cette particularité, sur ton problème précis technique, là, je ne vais pas pouvoir t'aider. En tout cas, tu dis que tu te sens perdu et seul et je ne sais pas comment faire, je tourne en rond, aidez-moi s'il vous plaît. Alors, pour les personnes qui restent tout seuls, qui tournent en rond, qui ont peur, etc., tu es sur la bonne chaîne, j'en parle souvent, l'idée c'est de ne pas rester tout seul, c'est de rejoindre une communauté, etc. Si tu regardes, attends je monte un petit peu le son, si tu regardes en dessous souvent de cette vidéo, dans les liens, dans la description, je mets souvent un lien vers le groupe Discord. Déjà, c'est une des premières étapes pour ne pas rester seul. Tu peux rejoindre un groupe Discord, tu peux regarder des chaînes, des vidéos YouTube et surtout, bah, sur le groupe Discord, tu vas pouvoir rencontrer des gens. Après, il y a des événements aussi de développeurs, etc. Bon, tu vas pas dans ce type d'événement pour demander un problème de WAMP, mais en tout cas, ça te permet de pas rester seul et de te spécialiser. Euh, je dirais après, euh, là où. Bon, c'est bien ce que tu fais, tu fais un peu de WAMP, PHP, tout ça, machin. Je prends un peu d'eau gazeuse aussi. Pardon. Bon, là, clairement, tu vois les bases, très bien. Bon, maintenant, il va falloir que tu te spécialises parce que ça, CSS, JS, un peu de PHP, un peu de WAMP, c'est un peu le parcours de tout débutant qui bidouille un peu, qui fait mumuse, et c'est très bien. Là, maintenant, il faut que tu passes à l'étape supérieure. Là, maintenant, il faut que tu te spécialises.
J'ai fait une vidéo là qui est sortie ou qui va sortir bientôt sur qu'est-ce que je ferais si je redémarrais depuis zéro en 2023, 2024. Typiquement, je choisirais effectivement un langage. Voilà, un langage. PHP, c'est peut-être un petit peu en perte de vitesse, mais why not, tu vois, PHP, et aussi un framework. Un framework, c'est quoi? Alors, un langage, c'est quoi? C'est une syntaxe qui permet d'écrire du code, tout simplement. Un framework, il faut voir ça comme une boîte à outils qui est basée sur ce langage. Typiquement, PHP dans ton cas, ça suffirait plus. Ça suffit plus PHP en 2023, en 2023, 2024. Il faut être développeur PHP, Symfony, Laravel, tout ça. Enfin voilà, il faut associer ça à un framework et ensuite il faut que tu pratiques, pratiques, pratiques. Donc tant que tu n'as pas fait, là c'est très bien, tu découvres les bases, les bases. Par contre, tu découvres la théorie, tu découvres, enfin ouais, les trucs de base, ouais, comment je fais formulaire, get, pose, je récupère la data, je la mets peut-être en base de données, je fais un peu mumuse, très bien. Maintenant, on passe à l'étape supérieure, fais un projet. Tu fais un petit projet, définis un périmètre simple. Voilà, je décide de faire une application en PHP qui permet d'enregistrer les meilleurs films du mois avec une interface graphique, avec une connexion, j'insère en base de données. Et si possible, si tu as un peu de base, si tu commences à être pas trop mauvaise, eh bien, tu utilises un framework. Tu choisis le framework qui te semble le plus adapté et boum, tu fais des projets. Tu fais des projets, tu fais des projets, tu fais des projets et tu vas vraiment jusqu'au bout et tu les mets en production. Voilà, en tout cas, je te souhaite un bon courage pour ton projet. Une question de Maxime qui me dit euh, être développeur freelance mais expatrié, c'est plus simple ou plus compliqué de trouver des missions que trouver des missions. Euh, Être développeur freelance mais expatrié, c'est plus simple ou plus compliqué? Est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué? Oui, forcément, c'est plus compliqué. Voilà, on va pas tourner autour du pot. J'ai déjà fait une vidéo, tu peux aller la retrouver, qui s'appelle l'entonnoir des missions. Je te la fais dans les grandes lignes. L'entonnoir des missions, c'est tu pars de la situation idéale et tu rajoutes des critères de plus en plus stricts. Je te donne un exemple. C'est quoi la situation idéale? Un développeur qui coûte pas cher, qui est bien formé, qui est pas tout jeune, parce que quand il a 0 année d'expérience, c'est pas marrant. Quand il a 10 ans d'expérience, c'est trop cher ou trop compliqué. Allez, on va prendre la situation idéale. Développeur, jeune, bien formé, malléable, faible salaire. Voilà, un développeur qui a 10 ans est cher. Disons, tu es développeur, tu as 2 ans d'expérience, là c'est le fruit le plus mûr possible, qui en plus n'a pas trop de prétention salariale trop XV, qui est relativement flexible, qui habite à 5 minutes en voiture du lieu de la mission, etc., etc. Bon, ça tu peux prendre la situation idéale et petit à petit, tu enlèves des critères. Est-ce que j'ai de l'expérience? Ou si t'es pas assez formé, peut-être trop formé, pas assez. Si t'es pas assez bien formé, c'est compliqué, etc. Donc, tu enlèves les critères et effectivement, si tu enlèves critères du salaire, du machin, tu rajoutes aussi le critère peut-être que t'es pas. Imagine, tu es complètement souple, c'est-à-dire freelance, CDI, est-ce que tu es souple sur remote par remote, etc. Donc là, on enlève des critères de plus en plus, et notamment des critères qui sont importants, c'est la géolocalisation, le fait que tu sois expatrié, le fait que tu sois probablement plus loin. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Non. Mais est-ce que tu es dans la situation idéale? Non plus. La situation idéale aujourd'hui, tu cherches absolument à trouver une mission, tu es à 5 minutes du boulot, tu as 2 ans d'expérience, tu es hyper bien formé, tu coûtes pas trop cher, etc., etc., etc. Bah là, tu diminues un peu la situation idéale. Après, les développeurs freelance expatriés, moi je l'ai fait à Bali, j'habite à Bali en Indonésie. Des développeurs freelance expat, il y en a des centaines. Je veux dire, tu vas dans n'importe quel café, tu vois, tout le monde code. Des gens qui développent tous les jours en France, en Thaïlande, partout, en Colombie, à Medellín, etc. Il y en a plein. Donc, oula, j'aurais pas dû boire autant de soda water. Voilà, donc c'est pas plus simple. C'est un peu plus compliqué, faut dire la vérité, parce que voilà, par rapport aux critères, mais c'est pas impossible. Il y en a plein. Donc ça va dépendre de ton expérience, ça va dépendre de. C'est sûr que si tu démarres de zéro aujourd'hui, tu te mets pas dans les meilleures conditions. Tu démarres de zéro aujourd'hui, peut-être qu'il vaut mieux. Peut-être qu'il vaut mieux, peut-être qu'il vaut mieux, peut-être qu'il vaut mieux te rapprocher de la France pendant un moment. Moi, j'ai le cas de mon frère. Au début, il voulait être absolument freelance. Il était en Thaïlande, il galérait, machin. Il est retourné en France.
Voilà, il était dans le sud, il a vu qu'il galérait, il s'est rapproché de Paris, petit à petit, il a augmenté la probabilité d'avoir une mission. Tu vois qu'il a eu sa mission freelance, maintenant ça fait 5 ans qu'il bosse depuis chez lui 100%, c'est même pas 99%, c'est 200% remote, quoi, tu vois, il est chez lui, tranquillement, machin, il peut être n'importe où dans le monde, c'est pareil. Donc voilà. Autre question de Ellie. Que penses-tu des formations courtes, style bootcamp? Eh bien, je dirais que ça va dépendre de ton profil, ça va dépendre de ton temps, ça va dépendre de ce que tu fais. Je veux dire, si bon, t'as 19 ans, tu vis chez ta mère, t'as 1 an devant toi, 2 ans, 3 ans, enfin je sais pas, t'as le temps devant toi, t'as que ça à faire, machin. Ouais, va pas te mettre la pression sur 3 mois sur un bootcamp intensif. Si t'as envie de prendre le temps, si t'as le temps, why not, tu vois? Voilà, va faire une école sur plusieurs années, il y a des trucs, il y a des formations, des machins, on prend le temps, tu dis la théorie, l'architecture, Van machin, Van Neumann, ceci, comment on calcule du binaire, comment on calcule de l'hexadécimal, tu prends ton temps, t'es pépère, t'es nourri logé, voilà, pépère. Maintenant, si tu dois bouffer rapidement, si bah, t'as pas trop de ressources et que t'as pas non plus trop de temps et que ceci et que cela, eh bien les formations type courte style bootcamp, eh bien ça permet d'aller droit au but. Ça permet en fait de pas passer par 4 chemins. Tu vois, on n'est pas là pour être des ingénieurs généralistes. Tu vois, on n'est pas là. C'est comme si tu fais. Voilà, là on va droit au but. Tu vois, c'est comme si tu as envie de devenir peintre en bâtiment. On va pas t'apprendre toutes les théories de la peinture, des couleurs, machin. Tu vas, on t'apprend le pinceau, boum, tu peins, bim, direct, efficace. C'est le principe d'un bootcamp. Formation courte, 3 mois, 4 mois, ça dépend je sais pas les durées des autres bootcamps, mais voilà, 3 mois, 4 mois, efficace. Maintenant, ça c'est la théorie. C'est-à-dire que dans la pratique, moi les bootcamps que je vois, c'est que c'est des bootcamps, je veux pas citer de nom, mais c'est des bootcamps trop généralistes. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vais pas me répéter 20 fois, tu vois. Titre RNCP, tu connais le truc. Ces bootcamps pour moi généralistes, bah, ils sont merdiques. En vrai, ils sont merdiques parce que c'est des bootcamps fourre-tout. Alors, il y en a qui sont un peu plus spécialisés, ok. Il y en a qui sont un peu plus spécialisés sur des trucs, mais dans les grandes lignes, ça reste quand même assez trop général. On n'a pas, vous survolez les trucs et en sortant de là, en fait, on ne sait pas vraiment coder. Voilà. Alors, moi, j'ai un bootcamp aussi. Mon bootcamp, est-ce qu'il est facile? Non. Bien sûr qu'en 3 mois, il faut aller vite. Je dis pas que c'est magique qu'en 3 mois, ça y est, tu auras un boulot, tu auras un CDI et que la vie est belle. Non, bien sûr, ça reste 3 mois. Et il y en a qui font 5 ans d'études. Là, c'est 3 mois. Donc en 3 mois, faut y aller, faut charbonner. Il y a des concepts qui arrivent. Faut pas se gratter, quoi. Faut y aller. Maintenant, euh, mon bootcamp, par exemple, le bootcamp de React Mastery, moi, je fais, on touche pas à tout, on fait du React, du JavaScript, du React, des projets en équipe. Voilà, je mets dedans tout ce que le marché a besoin. Voilà, le marché a besoin de ça, ça et ça. Je te donne ça, ça et ça. Après, tu vas me dire, ouais, mais si un jour, est-ce que j'aurai les bases pour apprendre si je veux. Non, React. Après, tu fais un bootcamp Vue, machin, c'est ailleurs. Mais moi, je te donne un truc qui fonctionne. C'est du JavaScript React. On manque de dev sur le marché. Je te donne la crème de la crème, le meilleur bootcamp. Et j'ai passé du temps. Les gens qui font des formations, là, Udemy, React, tout ça, ça pue la merde, excuse-moi de te le dire. Moi, j'ai passé un temps énorme à faire une formation de qualité. Je, je, je viens. Parce qu'il y a plein de formateurs, ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Moi, je vois des gens, ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Ils proposent des formations. Ils ont le droit. Je ne juge pas. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Moi, je donne ce que le marché veut. Je viens des 15 ans, des 15 années d'expérience en entreprise. Je sais, j'ai recruté des développeurs. Je sais où je vais. Je sais voilà, je sais ce qu'il faut. Je te donne ce dont le marché a besoin. Voilà, c'est comme ça. Les autres bootcamps, c'est un peu foireux. Deuxième truc, alors franchement, je ne vais pas être méchant, je ne veux pas taper sur les formateurs. Les formateurs font ce qu'ils peuvent.
Mais alors, j'ai remarqué un truc, c'est méchant, hein, ce que je veux dire. Bah, on est entre nous, on est sur le podcast, personne nous écoute. Personne nous écoute, on est tranquille, on est entre nous. Je- Moi, je vois les profils de formateurs. Et même en école d'ingé, même en école de dev, même en école de machin, et dans les écoles de bootcamp, c'est pas très sympa de dire ça. Les, les formateurs, c'est pas les meilleurs. Je veux pas dire c'est pas des lumières, je veux pas aller jusqu'à dire ça. Ils font un job, ils font ce qu'ils peuvent avec le budget. Mais mets-toi à la place d'un développeur. Mets-toi à la place d'un développeur. Mets-toi à la place d'un développeur. T'es un bon développeur. Mais mec, tu vas pas enseigner dans ces bootcamps. C'est con, mais c'est comme un prof. Un prof, pourquoi il irait enseigner en ZEP? C'est pareil. Un bon prof ne va pas enseigner en ZEP. Il va essayer d'aller ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Les bons développeurs, ils sont en poste. Ils n'ont pas le temps. Alors, je veux pas être méchant. J'espère qu'il n'y en a pas qui m'écoutent des formateurs dans ces bootcamps. Mais les mecs, ou alors ils font ça à côté sur leur temps libre. Je ne sais pas comment ça marche. Mais souvent, c'est des gens qui ne sont pas les meilleurs sur le marché. Ils arrivent un peu comme ça. Et voilà. Ils sont pas très bien payés en plus, parce que les bootcamps, si tu commences à payer hyper cher les profs, voilà, puis c'est pas du bénévolat, ce qui est tout à fait normal. Donc les profs, ils sont pas vraiment alignés avec le marché, j'ai envie de dire. Ils sont un peu, voilà. Alors après, tu vas me dire, ouais, mais toi aussi t'es prof. Sauf que moi, c'est pas pareil. Moi, c'est mon business. Moi, je veux pas dire que j'étais le meilleur développeur du monde. J'étais un bon développeur en poste. J'ai fait d'énormes bons projets. C'est pas non plus pour se la péter ou pour dire qu'on est. Voilà. Mais je sais que quand j'étais dans le marché, bah, il n'y avait pas le temps. Moi, je recevais, oui, venez nous aider sur tel truc, soyez mentor ou soyez ceci, venez encadrer des élèves, payer des cacahuètes. Non, on n'a pas le temps pour ces trucs. Donc, ceux qui vont, bah, c'est ceux peut-être qui sont en CDI à 1500 balles, développeurs, et qui disent oui, on va arrondir les. Je sais pas, je veux pas dire, mais voilà. Donc j'espère qu'ils m'entendent pas parce qu'ils vont se dire waouh, celui-là il y va un peu fort, mais c'est la vérité. Quand tu es un bon développeur, t'as pas le temps, tu es chez. Voilà, tu es en poste, quoi, tu vois, tu es là, tu es freelance, tu gagnes 5, 6, 700 euros la journée. Tu vas pas aller te faire chier. Voilà, c'est méchant, tu vois. En CDI, c'est pareil. Voilà. Moi, pourquoi c'est différent? Parce que moi, c'est mon business. C'est mon truc à moi, je travaille pas pour quelqu'un et je gagne 10 fois plus que ce que je gagnais en freelance avant. Donc, voilà, j'ai l'expérience de ce que j'avais avant. Les 15 années que j'ai d'expérience en freelance, en CDI, sur des vrais projets, banque, finance, machin, tout ça, sont là. Je mets cette expérience maintenant au profit de mon business. Voilà. Donc, ce que j'en pense, c'est que why not? Sont pas tous achetés, faut trouver les bons. C'est en sortant de là, faut se dire que t'es pas 100% prête et qu'il va falloir charbonner derrière. Hein, on n'est pas voilà, hein, c'est pas 3 mois et la vie est belle, c'est 3 mois, ça te lance et après voilà, il faut voir lesquels, il faut voir avec qui t'es formé, etc. Voilà. Pierrick, l'arrivée de Léa a-t-elle changé les habitudes de code, recherche de bugs, création de nouvelles fonctionnalités? Oui, de ouf, de ouf, de ouf. De ouf. L'arrivée de l'IA, ouais, ça a changé. Bah, moi, bah, je veux dire concrètement, je veux dire, j'ouvre ma session d'ordinateur, j'ai ChatGPT qui s'ouvre automatiquement, qui est ma fenêtre collée à droite. Voilà, tout est dit. Mais même pas pour le code. J'ai mal à la tête, j'ai mon doigt de pied qui a un problème, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai une baisse de motivation. C'est mon pote, ChatGPT, c'est mon ami. Donc, pour les développeurs, c'est leur meilleur ami aussi, et surtout pour les développeurs. Alors, est-ce que ça a changé les habitudes de dev? Carrément, carrément. Voilà, il y a des trucs, tu passais du temps sur des conneries. Ouais, tu sais, on s'est tous fait chier à passer 4 heures sur une regex, expression régulière qui marche pas, machin, tout ça. Boum, ChatGPT, tu prends 2 secondes, quoi. Et voilà, tu la testes, parfois il te sort des conneries, tu l'adaptes, c'est réglé. Création de bugs, pareil. Rédaction de tests unitaires, pareil. Sûr, faut savoir ce qu'il te dit et faut y aller, même pour créer des nouvelles fonctionnalités. Donc oui, ça, ChatGPT, ça a changé les habitudes. Et moi, je le recommande pour les personnes qui apprennent le code. C'est-à-dire, je fais une vidéo aussi là-dessus, mais n'hésitez pas à l'utiliser en tant que mentor, en tant que professeur. Vous lui mettez des instructions, voilà, tu es mon prof, explique-moi comment ça fonctionne, etc. Mais oui, 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 c'est game changer. Ça va pas remplacer les développeurs. Faut arrêter de croire qu'on va être remplacé en 5 minutes. On entend ça à longueur de journée.
Moi, ça fait des années. Avant l'IA, il y avait des produits, des outils, des machins. On nous disait on va être remplacé par truc. C'est un sujet récurrent qui fait peur aux devs. On ne sera pas remplacé. Par contre, les développeurs, c'est sûr que si tu es développeur, tu sais faire une simple page, une front page, une home page et 3 boutons, un appel d'API. Ça, n'importe qui, ma grand-mère, elle tape pas de ChatGPT, elle lui demande, ça le fait. Bon, voilà. Si c'est ça ton niveau de dev, c'est pas un dev, quoi. T'es un début de dev, quoi. Mais quand t'es un dev, un vrai dev, j'ai envie de dire, bon, ChatGPT, ça va te booster ta productivité, ça va t'aider à être un. Franchement, je pense que ça double la productivité. Ça double. Moi, par exemple, on développe la team, c'est-à-dire notre espace communautaire du système freelance et de React Mastery et de TypeScript Pro. Donc, c'est un espace qui a été redéveloppé par moi et les devs qui rejoignent React Mastery qui ont envie d'aller plus loin et travailler avec moi. On fait un front React, le backend, il est Amazon, AWS, GraphQL, machin. C'est un bordel, c'est un bordel. Tu mets des années et des années pour trouver la documentation. Alors heureusement, c'est bien documenté, mais voilà, sur Amazon, c'est tellement vaste, c'est tellement large, c'est tellement immense comme domaine que c'est très long à la recherche d'informations. ChatGPT, mais ça a été game changer. Ça arrivait pour tout ce genre, par exemple, typiquement tout ce qui est infra, cloud, machin, mais même dev, c'est, voilà, on passe plus des années et des années pour retrouver comment je fais exactement sur le droit de la lambda qui a été déployé par ceci, par cela, machin. Normalement, tu te perds, il faut 5. Là, boum, tu as l'info quasi immédiatement. C'est game changer. Bien sûr qu'il faut comprendre de quoi on parle, il faut être un développeur. Là, tout ce que je t'ai dit, si tu n'es pas développeur, tu n'as jamais été chez Amazon, tu vas pas pouvoir poser la bonne question à ChatGPT, etc. Donc, voilà, ça te fait gagner du temps, mais quelqu'un qui connaît pas Amazon, AWS, GraphQL, machin, les lambda, les ceci, il ne saura même pas poser la question à ChatGPT. Encore Pierrick, peut-on être un développeur front-end sans aimer le CSS ou alors doit-on se diriger vers le back? Excellente question, puisqu'on dirait moi. Je n'aime pas le CSS. Voilà. C'est pas mon truc. Moi, si je te fais une page, elle va être verte avec des boutons bleus, fluo, machin. J'aime pas. Je suis pas patient. Je suis pas patient. Voilà, je suis pas patient. Passer 3 jours parce que quand je resize le bouton, il s'aligne pas, machin. J'ai un pixel à gauche qui me casse les couilles. Bon, excuse-moi du terme. Mais voilà, oui, c'est fait pour les gens qui aiment ça. Maintenant, est-ce que tu peux rester front-end? Oui. Est-ce que tu dois te rediriger vers le back? Non. Mais ça va dépendre de ce que tu veux faire. J'entends par là. Moi, je mets les développeurs front-end en 2 catégories. Tu as des développeurs front-end, ce que j'appellerais front créatif, qui aiment le CSS. Et il y en a dans le système freelance. D'ailleurs, je prépare une formation avec quelqu'un qui va arriver, qui aime ça et qui a ce profil-là. Et là, on prépare cette formation sur le design. Et là, on va vraiment tester les effets, les transitions, les dernières technologies, les dernières tendances en termes de design, etc. On est en train de pousser ça pour les gens qui aiment ça. Voilà, parce qu'il y a un besoin, il y a de la demande. OK. Maintenant, donc ça, c'est un premier type, pardon, de développeur. Un premier type de développeur front. Et maintenant, tu as les développeurs aussi front qui sont pas des créatifs, c'est-à-dire qui travaillent sur des applications, et c'est mon cas, et c'est le cas de mon frère, et je connais plein de types de développeurs comme ça, et on en a besoin. C'est des développeurs qui vont plus travailler sur des applications d'entreprise. Tu vois, mon frère, il travaille, je ne vais pas citer le nom de la boîte, sur une application interne, un back-office, pas un back-end, un back-office. Ça serait un front géré par des back-officiens, ça se dit ça, back-officien, par des gens du back-office, c'est-à-dire des gens en interne dans la société. Et c'est quoi les écrans comme ça? C'est une liste d'utilisateurs, un tableau simple avec des boutons suivant, next, recherche. On utilise, voilà, la maquette, elle est faite une fois, on l'implémente une fois, le style, il est fait une fois, et puis derrière, on n'y touche plus trop. Donc voilà, donc il y a vraiment 2 types de développeurs. Et si toi, tu n'aimes pas le CSS, c'est pas ton truc, machin, avant de te rediriger vers le bac, regarde ces types de missions. Par contre, ça veut quand même dire que tu es capable de gérer Flexbox, de gérer Grid, de savoir rendre ton truc responsive, de savoir quand même regarder un peu c'est quoi les problématiques, sans forcément faire du CSS de ouf. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je vois pas mal de devs qui
En fait, ils démarrent le code, ils se disent, waouh, ils ont vu des gens sur Internet ou ils ont vu des sites magnifiques, ils sont allés sur le site d'Apple, ils se sont dit, waouh, c'est une tuerie. Ils arrivent et ils commencent à prendre leurs fichiers CSS, leurs fichiers CSS, leur page HTML, leurs fichiers index.css ou peu importe, style.css, machin. Ils commencent à bidouiller, ils regardent, ils font waouh, c'est flingué. Je sais pas si j'aime ça. Mais c'est normal, ça requiert du niveau. Et ne serait-ce que, voilà, et ça devrait de la spécialisation. Mais t'es pas obligé d'aller de manière très pointue là-dedans, parce que quand tu vas être en entreprise, finalement, la plupart du temps, bah, tu n'auras pas à créer des choses belles. On va te donner déjà les choses belles. Tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent, le truc, c'est on est là, on part notre feuille blanche, on bidouille, on met des bords arrondis, ça ressemble à un sapin de Noël, le truc. Et c'est dégueulasse. Et ça donne pas envie. Et c'est OK. Donc, en entreprise, c'est pas souvent ça le cas. Bon, parfois, on peut te demander, tu es en freelance, machin, prépare-nous une maquette, fais-nous un truc joli. Mais la plupart, enfin, quand même, dans pas mal de cas, tu vas arriver dans une entreprise, on va juste te dire, bah voilà la maquette, on va même te filer le CSS peut-être avec les grandes propriétés, tu vois. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas les mettre en place. Boum, c'est joli direct. Voilà, après c'est fait, tu as deux, trois petits trucs à mettre en place, mais dans les grandes lignes, c'est déjà fait et c'est déjà beau. Voilà. Donc, t'es pas forcément obligé de dire vers le bac. Maintenant, après, si vraiment, vraiment, vraiment t'aimes pas le front, bah, va sur le bac, sachant que le bac, c'est un peu plus, quand même, un peu plus. Je sais pas c'est quoi ton truc, t'es en reconversion ou pas, ou machin, mais pour être un bon dev bac, pour qu'on donne ta chance en tant que dev bac, il va te falloir quand même un petit peu plus de temps. Encore Pierrick, quand on commence le code, ChatGPT est-il un bon outil pour apprendre? Peut-on devenir un bon développeur grâce à ChatGPT? Oui, 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 à partir du moment où on lui pose les bonnes questions et on n'est pas en mode passif, en mode où il faut vraiment être précis et demander des explications. Par exemple, si tu fais une application de to-do list ou peu importe, ne dis pas, bon, ChatGPT, viens, on fait la to-do list, donne-moi la to-do list et tu suis bêtement. Il faut plutôt être, tu fais les choses par toi-même, ChatGPT c'est ton assistant, et tu lui demandes des choses précises et dans ton prompt, tu peux mettre, tu es un expert, développeur, machin, mais tu expliques à un junior les choses avant de donner la solution. J'ai une vidéo qui sort sur le sujet. Florian, salut Mike, je me suis reconverti dev web il y a 3 ans, je me suis lancé en freelance il y a 2 mois, je suis inscrit sur Malte et coder.com, mais au vu du marché qui est saturé de dev, difficile de faire la différence. Je suis à 290 de TJM pour être plus compétitif. Quels sont les conseils que tu peux donner pour gagner des projets sans baiser son pantalon? Bah alors, merci pour ta question, Florian. Ben déjà à 290, tu dis je suis à 290 pour être plus compétitif. Donc, en fait, ton pantalon il est déjà bien baissé là. Je dirais même que tu es à poil là à 290. Je vais pas aller plus loin dans la métaphore, dans la comparaison, mais ouais, 290, c'est, je sais même pas si ouais, ça, wow. Bref, ça va pas loin. Et en fait, l'idée de 290 pour être plus compétitif, moi, demain, je cherche un dev React, dev, peu importe. J'en ai un à 290, un à 390. Premier réflexe, celui à 290, je lui dis bon écoute, tu vas aller là-bas et je vais parler au mec de 390. Pourquoi? Parce que bah je sais pas, euh, tu vois une bouteille de vin, je vois une bouteille de vin à 3,90 €, 3,80 €. Je sais pas si tu bois du vin, peu importe, mais une bouteille de vin à 3,90 €, une bouteille de vin à 15 €. À quoi te fait penser la bouteille de vin à 3,90 €, là, celle que tu vois vraiment tout en bas, là, le truc pour faire des bœufs bourguignons, là, tu vois, le truc que tu mets dans les sauces. Ça sent la faible qualité. Donc pour moi, tu seras pas plus compétitif. Bon, ça jouera pas, ça. C'est un critère, bien sûr. Si tu mets 1000 balles, le mec il va dire, wow, 1000 balles, ça va me faire mal à la tête. Ok, donc, bien sûr que le prix est un critère, mais tu peux pas te démarquer avec le prix. Je veux dire, le prix n'est pas un critère de démarcation assez efficace. Si t'es mauvais, t'es mauvais, point barre. T'es mauvais à 100 TJM, je te prends pas, tu vois. Donc, ne joue pas forcément sur le prix. Le prix, euh, le prix, ça doit être un prix dans le marché. C'est-à-dire que si le marché est à 350, mets-toi à 350. C'est pas en te mettant à 290 que tu as des chances d'avoir plus de missions. Ou alors tu vas te tromper. Vraiment, les
les bonnes raclures de clients, là, les clients les plus relous, les mecs qui payent pas, les mecs qui en demandent toujours plus, les mecs les plus relous. Moi, désolé les gars, je le dis, mais euh, les clients personnellement que j'ai les plus relous, je les ai plus eus sur des programmes pas chers, vendus pendant des périodes de promo, où il y avait des offres. J'ai fait des offres des fois à 50 balles, même pas, et on me casse là, ouais, machin, tout là. Les gens qui payent 500, qui payent 600, qui payent. Les gens, ils sont moins relous. Ils ont le budget, bah, ils avancent. Non, non. Donc là, tu t'attires tu t'appelles les clients les plus relous aussi. Tu vois. Donc c'est une chose. Donc, quel conseil peux-tu donner pour gagner des projets sans embêter son pantalon? Bah déjà de remonter tes prix, première chose, de ne pas jouer là-dessus, et surtout de te spécialiser. Alors j'en ai parlé assez souvent. Euh, Après, moi, j'aime pas codeur.com parce que tu as l'impression que c'est des enchères inversées. C'est celui qui met le plus bas, machin, tout ça. Donc, j'irai plutôt sur Malte ou sur les plateformes, d'autres plateformes de freelance ou même les plateformes en CDI. Tu passes par les SS2I, les ESN et tu essayes d'avoir des projets de qualité. J'irai plutôt sur des projets en régie plutôt que des projets au forfait. Bah, projet en forfait, je sais qu'il y a plein de devs qui quittent les SS2I parce qu'ils en ont marre de la bétaillère, de la viandardisation, le fait qu'on te prenne pour du bétail et qui partent en freelance en se disant je vais pas retourner dans la même structure, je vais prendre mes petits projets dans mon coin au forfait. Mais le problème de ça, c'est que tu tombes sur Jean-Michel qui te fait une demande parce qu'il a besoin de faire son application mobile. Tu te rends compte que tu lui fais un chiffrage à 5 000 € parce que ça va prendre un mois et demi, un mois, 2 semaines, enfin peu importe, et que lui dit oh merde, j'avais que 500 € de budget, enfin tu vas tomber sur ce truc. L'oseille, il est dans les grandes entreprises. L'oseille, il est en régie. L'oseille, il est sur les missions long terme, où tu as le moins d'intercontrats possible. Il est malheureusement via les ESN, via les SS2I. Il y a des exceptions. Mais dans la majorité des cas, c'est là qu'est l'oseille. Hein, c'est sur. Donc, contacte les SS2I, essaye de voir, essaye de rejoindre ce type de réseau et spécialise-toi. Je ne sais pas si tu es assez spécialisé, je le répète souvent, mais je suis développeur Java, React, Angular, Web, PHP, machin. Là, ça ne marche pas. Un projet star, faut que tu aies un projet qui défonce, quoi. Tu vois, tu es développeur content React, on veut voir là. La dernière ligne, bam, 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 t'as travaillé chez Uber, boum, tu vois, bam, ça, tout de suite ça tabasse, tu vois. Si ça tabasse pas assez, bah travaille ça. Faut que ça tabasse. Encore une question de Damien. Voilà, faut que j'accélère un peu. Bah, bon, on a le temps, on se détend, mais il y a pas mal de questions. Que penses-tu, question de Damien, que penses-tu du marché des développeurs freelance en ce moment? N'y a-t-il pas eu une bulle 2020-2021 à cause du Covid? Et les confinements et les confinements qui est en train d'éclater. Ah, une bulle. Attends, une bulle qui s'est créée avec le Covid et les confinements. Ah, tu penses qu'il y a une bulle, ok. Je vois de plus en plus de freelance en recherche de missions et je parle même pas full remote qui est de plus en plus rare. Euh, alors, bah, moi je pense que tout le monde parle de bulle, de bulle, de bulle, de bulle, de bulle, de marché, de marché, de marché, de marché, qu'il y a trop de monde, trop de monde, trop de monde, trop de monde. Mais c'est une bonne chose en fait. C'est comme si t'as une société, je sais pas, tu vends des pâtes, des pâtes. Tout le monde mange des millions de pâtes, des tonnes de pâtes par jour dans le monde. Il y a un marché, c'est-à-dire il y a quelque chose. Donc si tu arrives et que tu vends des pâtes, il y a des chances que tu te fasses une place. Désolé pour la métaphore. Si tu dis je vais vendre alors, un produit secret, révolutionnaire, dont personne n'a jamais entendu parler, machin, il n'y a pas de marché. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, personnellement, 2012-2013, en 2012-2013, quand j'ai commencé à aller en freelance, je passais des entretiens, machin, nanan, je disais, oui, alors on fait, et tu vois, je passais des entretiens, puis on me disait, alors, oui, vous voulez rejoindre notre boîte et tout. Oui, enfin, je vous informe que je suis freelance et que. Et là, quoi? Free- Freelance, mais c'est quoi? C'est autorisé? Vous avez le droit? Comment ça marche? Tu vois, la meuf des RH, quoi. Tu vois, limite, tu tombais sur des gens qui disaient, mais ah bon? Oh, mon pauvre. Oh, vous pouvez pas avoir un CDI? Ouais, c'est triste, hein, dis donc. Voilà. Il y avait
le marché n'était pas développé. Donc oui, il y en avait moins, forcément. Les boîtes n'étaient pas habituées à recruter autant de freelance, il y avait moins de freelance, et il n'y avait pas le marché qui était aussi développé. Là, il n'y a pas de saturation, il y a juste un marché qui est mature, j'ai envie de dire. Donc oui, il y a beaucoup de devs, oui, il y a beaucoup de missions, oui, les moins bons s'en sortiront pas. T'as pas les bonnes méthodes, t'as pas les bonnes techniques, tu sais pas te positionner, t'as pas rejoint le système freelance, tu t'y connais pas, bah euh, voilà, tu passes pas le marché. Le marché, il est pas là. Le marché, je suis désolé, le marché, c'est pas ton assistant de Pôle emploi là qui s'y connaît, hein. Le marché, c'est le marché. Le marché, il est dur, les gars. Le marché, il va vous tabasser, il va vous bouffer. Le marché, je dis pas que c'est bien, hein. Moi, je préférerais que tout le monde vienne. Bonjour, je sais pas coder, mais on va vous donner votre chance. Code un truc, on verra. On va vous payer pas 300 mais 500, machin. Non, le marché, il est impitoyable. Pas de place pour les faibles, comme disait Booba, tu vois. Et bah, c'est la même chose. Pas de place pour les faibles. Faibles en termes de compétences techniques, faibles en termes de projet, faibles en termes de positionnement, faibles en termes de communication, de gestion de projet, de tout. C'est dur et ça va être de plus en plus dur. Et en plus, maintenant, le marché peut-être est mûr. Et là, oui, je veux bien entendre l'argument. Effectivement, beaucoup de gens ont envie d'être freelance. Donc oui, voilà, beaucoup de gens ont envie de freelance. J'irai pas jusqu'à dire qu'il y a jusqu'à une espèce de bulle qui est en train d'éclater, parce que moi, j'aime pas cet argument, parce que c'est un argument de faible. C'est un argument de gens qui se trouvent des excuses, tu vois. Oui, je cherche en ce moment, mais le marché n'aime pas donner la chance aux jeunes. Oui, en ce moment, on sent, je trouve pas, parce que il y a une bulle. Les boîtes, récession du... Non, tu trouves pas parce que t'as pas le niveau. Désolé, t'as pas le niveau. C'est pas grave. Tu l'auras le niveau, y a pas de souci, t'inquiète pas. Tu vas là pour te refroidir. Tu l'auras le niveau. Le marché cherche des devs, le marché cherche des développeurs. Voilà, t'inquiète pas. T'as le niveau, tu convaincs en entretien. C'est sûr, si tu arrives en entretien, tu bégayes. Je connais pas, je te connais pas personnellement, alors elle va pas mal le prendre quoi, parce qu'on se connaît pas et peut-être. Mais tu arrives en entretien, tu es là en mode, oui, alors je fais du HTML, ouais. Non, 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 ouais. Les bons développeurs, ceux qui ont confiance en eux, ceux qui ont une stratégie, ceux qui sont à l'aise, ceux qui savent se positionner, ils ont du boulot. Donc c'est la concurrence, c'est la jungle, les gars. Non mais, je suis obligé de le dire. Et c'est la jungle, c'est dur, le monde est dur. Je durcis le ton en ce moment parce que je reçois des messages. Bon là, je digresse un peu, mais je reçois des messages des gens qui me disent, une fois, Mike, tu sais, c'est difficile en ce moment. Je dois payer ceci, mais j'ai pas beaucoup de revenus, mais machin. Et je vois les gens, c'est dur, je le vois, hein. Moi, j'ai l'impression que je suis déconnecté depuis que j'habite à Puy en France, mais je connais des gens qui sont en France, ça devient de plus en plus dur. Ça devient de plus en plus dur, ça va être de plus en plus dur, et faut l'accepter, faut se battre, les gars. Faut... il y a une expression qui dit les temps durs créent des hommes solides, des hommes forts, et les temps faciles créent des hommes mous. Et là, j'ai l'impression qu'on passe d'une période des 30 glorieuses, machin, la vie était belle et tout, euh, à quelque chose de... Les gens, ils sont là, ils se rendent pas compte que la vie, c'est dur. Il y avait une époque où tu pouvais peut-être être un peu sortir d'école, être un peu lambda, être un peu moyen, et vivre dans une relative prospérité et sécurité sans trop englander en CDI, et puis ça pouvait passer. Mais là, je dois vous le dire, ça ne passe plus. Ça ne passera plus, ça ne passe pas. Soyez conscient. Je suis là un peu maintenant pour durcir le ton, parce que je vois, on est tous les youtubeurs, olé olé, ChatGPT, c'est cool et c'est bien, la vie est belle, on rigole, regardez même. Non, 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 non. Moi, les gars, je vous le dis, ça passera pas. Ça passe plus.
gilet jaune, machin, hashtag gilet jaune, hashtag les gens ils sont vénères, hashtag. Voilà, ça passe plus. Les gens ils galèrent. Et il y a de la concurrence. Et dans la concurrence, il faut être le meilleur. Donc, il faut apprendre à avoir la dalle et pas se laisser se morfondre. Et c'est pas une histoire de bulle. C'est pas une histoire de la faute à je sais pas qui. C'est que il faut progresser. Il faut être meilleur. Donc, je ne vais pas m'étendre plus sur ta question. Si tu as des difficultés, identifie ce qui cloche. Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est ton positionnement? Est-ce que tu n'arrives pas à convaincre lors d'entretien? Améliore ça et ne lâche pas l'affaire parce qu'il faut désormais avoir la dalle la plus... avoir les crocs. Voilà. Autre question. Sadam Sidi Med. Bonjour Mike, comment développer freelance quoi? Comment un développeur freelanceur alors que les projets IT d'aujourd'hui ont besoin d'une équipe pour être réalisés? Ah ouais, il y a du mal à la question. Ok, je vois la question. Comment un développeur freelance peut réussir à... Comment un développeur freelanceur alors que les... il va falloir écrire un peu mieux les gars parce que... Ouais, bon, ok, je vois le truc. Comment faire, voilà, en gros, pour réaliser des projets IT alors que quand tu es freelance, parce que voilà. Bon, on en revient sur cette histoire de freelance en régie, freelance au forfait. Ça dépend. Si tu es freelance en régie, tu vas rejoindre une équipe dans une boîte comme un employé. Ça change pas. Maintenant, ta question, elle est plus pour les freelances au forfait peuvent être dans leur seul, etc., dans leur coin, etc. Effectivement, si tu es tout seul, tu vas pas prendre l'application Uber, nouvelle génération, tout seul, développer le back-end, le front-end, le machin, l'infra, déploiement, machin, sécurité, test, tout ça. Ça, c'est sûr. Tu vas forcément, si tu es au forfait, travailler sur des petits projets, des plus petits projets. Et voilà. Après, moi j'ai le cas, j'en parle dans le système freelance. J'en parle, mon frère, à un moment, il bossait avec un bac. Lui il était front, ils étaient à deux. C'est parti, ils ont fait des projets relativement sympas. Un bac, il faisait le bac, API, boum boum, base de données, modélisation, je t'exporte ça, API, boum boum. Mon frère faisait le front React. Et voilà, il dispatchait, il prenait le projet et moite-moite. Et voilà. Donc c'est comme ça. Ibrahima Nyang, comment pourrais-je procéder pour commencer à faire du freelance en tant que développeur full stack, Spring Boot, Angular et Laravel? Déjà, en enlevant Laravel, en choisissant entre Laravel et Spring Boot. Parce que moi, un développeur Spring Boot et Laravel, tu fais ton bac avec quoi? Alors, je comprends, je sais, tu as dû avoir une expérience Spring Boot, une expérience Laravel, mais là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est tout simplement, en fait, te positionner. Enfin, choisir ton camp. À un moment, soit tu es camp PHP, soit tu es camp Java. Personnellement, je pense qu'il y a plus d'oseille dans du Java, parce que tu vas toucher plus dans du Spring Boot, tu vas taper même Angular, hein, d'ailleurs, hein, c'est plus orienté banque, entreprise, etc. Donc, première chose déjà, je me positionnerai clairement, Spring Boot Angular, why not, full stack, et comment procéder pour commencer? Tout simplement, je ne sais pas si tu es en entretien ou pas déjà, mais j'essaierai de, 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 de me positionner, tout simplement, de tester, si tu passes par une ESN à l'heure actuelle, de dire, voilà, bientôt je passe freelance, etc. De tester le marché, aller sur Malte, les plateformes, voir ce qui cloche, etc. Tester le marché le plus tôt possible. Je vois trop de personnes qui attendent longtemps. Question de Loïc. Y a-t-il une méthode simple, efficace pour se remettre à jour sur un framework qu'on a mis de côté pendant 2 ans ou plus et qui ensuite on décide d'utiliser à nouveau ce framework, la dernière version? Ouais, réponse simple, il faut coder un projet. Voilà. Moi, typiquement, là, je pense que si je devais me remettre à jour sur du Java Spring Boot, là, comme on disait avant, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Du coup, faut coder. C'est aussi simple. C'est-à-dire qu'en gros, tu essaies de reproduire tout ce que tu avais déjà produit avant. Je donne un exemple. Moi, aujourd'hui, si je faisais du Spring Boot, je n'en ai pas fait depuis longtemps. Bon, ok. Allez, c'est parti. Comment je fais? Comment ça marche? Comment je peux setup mon projet? Mes dépendances. Ok, c'est bon, ça démarre. Ok. Est-ce que je peux faire couche d'authentification? Ouais, ça marche. Authentification. Est-ce que je peux faire une couche je sais pas, est-ce que je peux faire un accès base de données? Ok. Hibernate. Ok. C'est quoi maintenant? On utilise quoi? Du SQL, du machin, de ceci, de cela. Ok, ouais, je retrouve mes petits. En fait, l'idée,
c'est de déjà, avant d'apprendre des nouvelles choses, de retrouver ces petits. C'est-à-dire, tout ce que je savais, est-ce que je m'y retrouve? Parfois, c'est facile. Moi, je pense qu'il y a des trucs Spring Boot, c'est des classiques, des automatismes qui viennent. Et voilà. Comment je fais l'injection de dépendance? Ah, ils ont changé les annotations. Bon, bah voilà. Ah, ils ont changé ceci. Bah voilà. En fait, l'idée, dans un premier temps, c'est de retrouver ces petits et après étendre ses compétences. Jonathan, pour modéliser des personnages, créatures, quel logiciel recommandes-tu? Bah, aucun. Je suis pas spécialiste là-dedans. Je dirais peut-être des trucs. Alors, j'en ai fait un peu. Moi, j'ai fait il y a longtemps, mais c'est pas lié au code, hein. Moi, j'avais fait un peu de 3D Studio Max. Je m'étais amusé un peu avec du SketchUp, de trucs pour d'autres projets. Mais là, je sais pas. Voilà, peut-être si tu parles de jeux vidéo, peut-être qu'il faut aller vers les classiques, Unity, machin, tout ça. Mais je suis pas un expert dessus, donc apprendre avec des pincettes. Michael Kuhn. Alors, trois questions en une. Trois questions en une. On va prendre la première. Comment as-tu fait pour te démarquer dans le freelance et te positionner financièrement? Ça veut dire comment financièrement? C'est-à-dire établir mon TJM, peut-être ça veut dire ça. Alors, comment as-tu fait pour te démarquer? Alors, moi, je me suis démarqué. La démarcation, elle a été pour moi importante, même en CDI. Ça veut dire que, ok, on se démarque. Techniquement, je le dis souvent, il n'y a pas de problème, on se démarque. On ne fait pas des Angular, Java, machin, Laravel, Spring. On essaie de, voilà, techniquement, on a une stack, un truc solide que le marché requiert. Dans mon cas, moi typiquement, comment j'ai fait? Je me suis positionné Java, 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 Java Spring, Java J2E aussi. J'ai alterné des missions Java Spring, Java J2E. Voilà, why not? Mais spécialiste Java, expert Java, consultant Java, J2E, Spring Boot, blablabla. Ok, donc ça c'est la première chose. Mais j'ai toujours fait attention aussi à me spécialiser en termes business, en termes métier. C'est-à-dire que là à l'époque, moi je voyais les devs, ils travaillaient chez Carrefour pour projet, why not? Ensuite, ils allaient un peu dans le retail, dans la banque, un peu d'assurance, un peu de machin. Why not? Moi, j'avais plutôt une stratégie. J'avais commencé dans les flux et moyens de paiement. Voilà, terminaux de paiement. Alors en plus, à la base, j'avais même pas fait du Java. Pour te dire, j'avais travaillé sur les terminaux avec de l'embarqué, du C, des trucs un peu merdiques et tout, machin. Bon, voilà. Mais bon, j'étais dans le domaine du paiement. Paiement en ligne. Paiement, machin. Et moi, j'avais à cœur, en fait, de garder cette composante paiement. Je savais que si plus je m'éparpillais, bah, plus c'est relou, quoi. Tu vois, t'as un CV, il ressemble au sapin de Noël, quoi. Ça part dans tous les sens. On ne sait pas, voilà, on regarde ça, on dit ah ouais, toi tu touches à tout, très bien. Mais ça, c'est les devs très techniques qui pensent qu'à la technique, qui n'ont pas une vision métier. Et je pense que c'est important de prendre en considération l'aspect métier parce que en fait, même si tu es un bon développeur, peu importe la techno, à un moment, quand tu bosses dans la banque, tu vas recevoir des spécifications. Si on te parle de passage d'ordre, si on te parle de position, si on te parle de, je sais pas, enfin voilà, de termes, de cours, de choses, machin, si tu découvres complètement, on sait que ce sera moins efficace. Donc, si tu viens du domaine bancaire, par exemple, bah, tu as plus de chances d'être pris. Bah, moi, j'ai joué cette carte-là. Ça veut dire que dès le CDI, banque, finance, assurance. Ça veut dire que je travaille dans les moyens de paiement. Ensuite, je travaillais dans tout ce qui était un peu, on va dire, bourse. Voilà. Bourse, machin, tout ça. Ensuite, j'ai travaillé, voilà, je ne vais pas te citer les grandes banques françaises que tu connais forcément déjà, sur des projets de normes européennes, moyens de paiement, CEPA, machin, tout ça. À l'époque, c'était les grandes, c'était les grands, c'était les grands, il y avait des termes comme ça, il y avait des spécialisations. Juste, tu mettais sur ton CV, pop, CEPA, Target 2, machin, il y avait des normes comme ça, BAL, on voyait que tu avais bossé sur ce genre de trucs. Tout de suite, ça notait. Donc, c'est à toi aussi d'être, tu vois, de pas être le. Ça, le problème des techos, c'est que les devs, ils sont trop dans leur truc. T'as vu le nouvel framework 3.3. Ok, bien. Ok, 3.3, c'est bien. 3.5, super. Il y a l'ajout de 3 fonctions en plus. Bravo, c'est bien. Maintenant, écoute un peu là. Quand tu es en mission là, tu fais que d'entendre parler de
de la nouvelle norme PCI DSS pour les moyens de paiement. Ben non, on s'en bat les couilles. Non, c'est quoi PCI DSS? À quoi ça sert? En 3D Secure, c'est prévu pour telle date. Il y a une nouvelle réglementation là-dessus. Ok. Il y a un métier là-dedans, il y a des consultants. Ah, il y a des consultants. Consultants PCI DSS. En plus, c'est des consultants techniques, développeurs en même temps consultants. Ah, ok. Et c'est quoi en fait ces trucs-là? Comment ça marche? Ah ouais, j'ai vu un profil comme ci, comme ça. Voilà. Donc, se démarquer techniquement, mais en plus, il faut aussi avoir ce côté business, ce côté métier. Éviter d'avoir un parcours que techos. Moi, je le vois. Hein. Ceux qui sont que techos, malheureusement, ils s'en sortent un peu moins que les autres. Quelle stratégie as mis-tu en place dans la fixation des prix avec tes clients? Il n'y a pas de stratégie. Marché. Le marché, il te dit le prix. En gros, réduire les prix pour être pris sur les prix, comme l'a dit je ne sais pas qui avant, ça marche pas. À partir de ton expérience, quel conseil pourrais-tu partager à un programmeur qui code mais qui gagne peu? Difficile de trouver des clients et à trouver de bons challenges. Eh ben oui, parce que ça aussi, tu as un background, donc voilà. Après, ton background, tu peux pas, je sais pas quel âge tu as d'expérience. Si t'es que sur des. Si ça dépend ce que tu appelles programmeur qui code peu, tu es sur quel langage, tu es sur quel secteur, tu es sur quel machin. Mais essaie de te spécialiser. Tu veux gagner plus? On cherche des devs web 3. Ça monte à 1000 euros la journée. J'ai entendu dire ça. Je ne sais pas, j'ai pas testé, je suis pas développeur web 3. Mais j'entends ça, moi. Bah, moi, si j'étais aujourd'hui, peut-être que je dirais, bah, je deviens un putain de monstre en Web3. Solidity, boum, boum. Quel projet en Solidity je fais demain? 1000 euros la journée. Et ça y est, je suis déter. J'ai une obsession. Je me lève le matin, je respire le matin, je bois mon café, je pense à ça. Solidity, bam, bam, bam. Web3, c'est quoi? Comment ça marche? Contrat, smart contract, bam, bam, bam. Faut vibrer, faut avoir la dalle, écraser la concurrence. On est là. Ça y est, on arrête on écrase la concurrence. C'est le but. Parce que si tu n'écrases pas la concurrence va t'écraser. Ils t'écrasent déjà. Ils sont déjà en train de t'écraser. Tu dis un programmeur qui code mais qui gagne peu. Ça veut dire quoi? Un programmeur qui code mais est-ce que la caméra marche plus? Ouais, la caméra a bugué. Donc je disais, tu dis un programmeur qui code mais qui gagne peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà ils t'ont écrasé, la concurrence t'a écrasé. Donc maintenant, bah ça à toi de mettre les bouchées doubles et de faire en sorte de mettre au chômage d'autres développeurs. Parce que c'est comme ça. Si tu gagnes peu, c'est que t'apportes peu de valeur en fait. Tu vois, un développeur Web3, si ça touche 1000 euros TJM, c'est qu'il apporte beaucoup de valeur. Sur des projets, on se dit là, ah ouais, ça c'est costaud. Ça, on a besoin. Voilà, si tu es développeur de maquette HTML, CSS et que ChatGPT peut le faire en 3 requêtes, 3 prompts, bah on va payer peu. Voilà. Donc voilà, à trouver des bons challenges. Difficulté à trouver des clients et à trouver des bons challenges. Que tu attends par challenge, c'est des bonnes missions. Ouais, bah voilà, généralement c'est lié, tu gagnes peu, tu as des missions de merde. C'est lié, hein, généralement. C'est con, mais c'est les bons développeurs, ils ont le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'ils ont les bonnes missions et la bonne paye. Et après, en règle générale, tout ce que tu trouves sur codeur.com, voilà, c'est des trucs de merde, payés au lance-pierre. Voilà, faut clairement ça dépanne. Allez-y. Si voilà, vous voulez générer un peu de thunes vite fait pour vivre tranquillement en Thaïlande, dans un pays à bas coût, ok, why not? Ça dépanne temporairement. Mais c'est pas une fin en soi. C'est souvent ce genre de projet. C'est un peu merdique. Allez, on continue les amis. On a une question de Nicel. Quelles sont les plateformes en ligne qui permettent de gagner de l'argent gratuitement, retirable par monnaie mobile en Afrique? Oh, c'est quoi ces questions de merde là? Arrête avec tes questions à la con là. Il n'y a pas d'argent, gagner de l'argent gratuitement, mais il y a pas d'argent gratuitement. D'ailleurs, les gens en Afrique. Alors on est sur YouTube, il faut pas dire des trucs Afrique noir, il y a du racisme, machin. Il n'y a pas de racisme dans ça. Mais je reçois trop de messages des gens là. Mike, salut, tu peux m'envoyer 20 balles sur mon PayPal? J'habite en Afrique. Non, mec, non, tu ne recevras pas 20 balles. Tu vas travailler, arrêter avec alors, c'est pas tout le monde, je ne vais pas généraliser, mais il y en a beaucoup. Ou alors, des trucs un peu à la con. Arrêtez.
Je sais que c'est difficile en Afrique. Je sais que c'est difficile de trouver des missions, de trouver de l'argent. Prenez le code, démerdez-vous. Il n'y a pas que ce genre de choses. Voilà. Question de Julien. Tu es un peu dur avec les développeurs. Ne penses-tu pas que ce soit contre-productif? Non, non, non. La fête est finie là. La fête est finie, j'en ai parlé tout à l'heure. Bougez-vous le cul. Faut se bouger le cul. Voilà. Je sens en fait, je sens monter la faiblesse en fait. Alors, les gens vont me dire que je suis trop strict, que je suis un peu dur. Mais après, si tu veux, comment dire, si tu veux entendre des choses sympathiques à entendre dans tes oreilles, il y a plein de chaînes. Il y a des chaînes où on va te dire ouais, le code c'est beau, le code c'est bien, la vie est belle, on est tous heureux, on est tous là entre potes, on est cool, et on est là, et machin, et tout. Mais parce que eux, ils étaient sur des chaînes de gens qui ont une belle vie, tu vois, ils sont déjà là, ils font pas les gens. Moi, je sais pas. Moi, je suis là pour te dire que c'est la guerre. C'est la guerre, c'est dur, les gars, il va falloir y aller. Il va falloir coder plus que les autres. En plus, moi j'ai beaucoup d'autodidactes, j'ai beaucoup de gens en reconversion. Les mecs, il va falloir se battre encore plus que les autres. Il va falloir se battre. Je sais que moi j'ai des. En fait, les autres chaînes, souvent c'est des chaînes. Alors je ne veux pas taper sur les autres. Chacun fait du content et c'est très bien. Bravo. Mais tu es sur des chaînes, des gens qui sortent d'école, je vais pas dire fils à papa, mais qui sont bien, tranquilles. Ils tombent sur une petite chaîne, ils se regardent une petite vidéo friandise, on va dire. Comment ChatGPT va nous aider à faire ceci? Un peu de friandise. Quelle est la nouvelle version de machin? Un peu de friandise. Voilà. Euh, Là, ici, il n'y a pas de friandise. Il y a la réalité, les amis. Je vais vous dire la réalité. La réalité. Je suis désolé de reprendre un peu les vidéos YouTube en étant aussi dur et strict, mais la réalité, les amis, c'est que c'est de plus en plus dur. C'est que les places, il va falloir les gagner. Il va falloir être meilleur que les autres. Et je le vois, les développeurs autodidactes. En fait, peu importe les écoles, pas école, machin. En fait, celui qui a la dalle, il bouffe tout le monde. Tu sors d'école, t'as pas la dalle, tu te fais bouffer par un autodidacte qui a la dalle. L'autodidacte qui a la dalle, il bouffe un jeune sorti d'école sans la dalle. En fait, la dalle, je sais pas, les gens ne comprennent pas la dalle. Il faut avoir la dalle, les gars. Faut avoir la dalle. Il faut avoir la dalle. Vous n'avez plus la dalle. Les gens n'ont plus la dalle. Aujourd'hui, ceux qui ont la dalle raflent tout. Ceux qui n'ont pas la dalle, bah, ils se font bouffer. Donc c'est pareil. Donc et le problème des autodidactes, c'est que souvent, ça dépend. Il y en a qui ont la dalle, il n'y a pas la dalle. Mais en plus, ils ont un peu ils ont un peu comment dire, ce complexe d'infériorité de l'autodidacte. Donc si tu as le complexe d'infériorité de l'autodidacte, de la personne en reconversion face à un fils à papa qui sort d'école d'ingé là, et qui vient après te mettre des commentaires sur YouTube. Oui, il faut apprendre les bases et l'architecture von Neumann. Ouais, gros, t'as eu 5 ans. T'as eu 5 ans pendant que tu mangeais des chocs à pic chez ta mère. Et que ta mère t'a payé les 30 000 euros chaque année, il y a des gens, moi je suis avec des gens, ils ressortent, c'est des serveurs, ils bossaient chez Franprix avant, ils ont 3 mois pour se lancer et pour aller bouffer. Donc les gens qui disent oui mais il faut apprendre les bases avant. Oh les mecs, on est là pour être le plus efficace possible. Voilà. Donc complexe d'infériorité mélangé à t'as pas la dalle, catastrophe. Les gars, les amis, catastrophe. Catastrophe. Maintenant, faut la dalle. Voilà. Ayez la dalle. Donc, pourquoi je suis dur? Bah non, je suis pas pour être plus conductif, c'est pour vous réveiller, les gars. Je suis dur, t'es un peu dur avec les devs, oui, bah je suis un peu dur avec les devs. J'ai vu une fois un commentaire de quelqu'un qui disait ouais, Mike, il fait culpabiliser des devs en leur disant des trucs du type vous faites pas de tests, vous êtes des nazes, vous êtes ceci, ça. Non, mais les gars, enfin c'est, moi je suis désolé, c'est le marché qui dit ça. Un dev, tu le vois arriver, il fait pas de test unitaire. Bon bah tu prends tes clics et tes claques et tu vas retourner manger des chocs à pic chez ta mère parce que c'est comme ça là, le marché. Donc moi je vous le dis, je vous transmets pardon la bonne parole. Je vous transmets mon expérience. Voilà. Donc c'est pas contre-productif. Il y a des personnes qui vont peut-être être choquées, qui vont dire ouais Mike machin tout ça. Mais putain les gars, c'est la vie, c'est comme ça, la vie c'est dur. Allez, question de Zach. J'aime le code. Je suis même développeur
Actuellement en CDI. Bah voilà, bien. Mais ma situation ne me plaît pas. Ah, j'ai un salaire de 3 200 € sur Paris, c'est pas dégueu, ouais. Mais comme toi, je veux devenir entrepreneur des pistes. Ouf, ouais. Ouais, bah écoute, alors c'est marrant parce que moi je me suis retrouvé un peu dans cette situation, dans le sens où moi j'ai déjà été développeur voilà, et la situation me plaisait pas. J'avais un salaire qui était pas dégueu. Je crois que j'avais 48 000, ça faisait 3000 et des cacahuètes, 3005, 3003, c'était pas trop mal, mais voilà, et l'argent, c'est la base. Et tant que t'as pas d'argent, t'es dans la merde. Première chose, faut bouffer, il y a pas de souci. Maintenant, après, faire un taf alimentaire si ça te plaît pas, à un moment, faut aussi, faut avoir les couilles de faire autre chose. C'est ok, tu vois. Et je sais que le problème aussi, alors ça, c'est un peu vicieux, parce que parfois, quand t'es dans la demeure totale, quand t'es vraiment dans la merde, en fait, quand t'as plus trop le choix, t'es un petit peu au pied du mur. Eh bien, parfois, t'as pas grand-chose à perdre et c'est plus facile de dire, ok, je me casse, je fais un truc d'entrepreneur et on voit on verra ce qui arrivera, tu vois. Alors que parfois, les situations qui sont pas trop dégueulasses, les situations où tu vois, t'as des 3000, 3005, t'es sur Paris, petit CDI, le statut social, t'es un petit développeur, c'est bien, machin, 3002, tout ça. Pour peu que tu aies un crédit immobilier dessus et une autre connerie et des contraintes, ça va être dur. Ça va être dur de lâcher ça parce qu'on a ce truc de je vais perdre mes acquis. Donc ça, c'est vrai que c'est pas facile. Parfois on peut penser que c'est un avantage d'avoir ça, mais parfois non. Après, tu peux te dire que à tout moment, de toute façon, tu pourras retrouver un. En fait, tu peux te lancer. Si tu es en CDI, au pire, tu peux prendre, tu fais une rupture conventionnelle ou un truc équivalent qui existe maintenant pour avoir 1 an ou 2 de chômage pour te permettre de te mettre en reconversion, de voir ce que tu veux faire, devenir entrepreneur. Why not, tu vois, ça peut être une piste. Après, tu sais que tu prends pas trop de risques dans le sens où ça fait peur, mais d'un seul coup, d'un côté, tu peux dire, bah, si tu es un développeur en CDI, tu as déjà de l'expérience, machin, tu retrouveras forcément, si tu es vraiment en galère, un job. Donc, essaye de relativiser le côté, imaginons que ça marche pas. Donc, pas du pire des cas, imaginons ça marche pas. Bah, imaginons ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Bah, si ça marche pas, et bah, eh bien, au pire, tu retrouves un boulot. Voilà, c'est tout. Tu pas perdu grand-chose. Et puis voilà. Ensuite, tu dis, mais je vais devenir entrepreneur. Alors, il y a la case entrepreneur, why not? Peut-être passer par la case aussi freelance. Freelancing, c'est pas mal. Parce que le freelancing, ça te permet de bien gagner ta vie. Ça peut financer aussi ta partie entrepreneur, si tu arrives à gérer ton temps. Ce que tu peux faire en tant que freelance, moi j'ai vu pas mal de freelance, c'est faire travailler du 2 semaines par, 2 jours par semaine, des choses comme ça, des mi-temps, des choses comme ça, ce qui permet de quand même gagner ta vie et en même temps tu as du temps pour ton projet. Et ensuite, les pistes. Les pistes, alors c'est pas la première fois que je reçois cette question de dev qui a envie de faire autre chose. Et c'est très bien, c'est bien. Ça fait partie de la vie, d'évoluer, de machin. Moi, je pousse les gens à faire du dev, à faire du freelancing, mais avec vos compétences de dev, derrière, vous pouvez encore aller plus loin. Moi, je l'ai fait. Je suis parti de dev, je suis parti freelance. Ensuite, je fais de l'entrepreneuriat. J'ai monté des SaaS, j'ai monté un logiciel. J'ai fait un logiciel que je vendais à l'époque. J'ai fait du freelancing. J'ai fait quoi? J'ai fait mon business de formation en ligne maintenant, etc. Maintenant, je fais de l'immobilier, je suis investisseur, machin. À la vie, c'est ça, c'est de l'évolution. Et donc, c'est OK. Alors, les pistes, tant que tu as des compétences de dev, qu'est-ce que tu peux en faire? Telle est la question. Compétences de dev. Je monte un logiciel, un SaaS. Why not? Je peux me lancer en freelancing. Ça, c'est aussi un peu de l'entrepreneuriat. Je peux faire de la vente de formation, comme je le fais. T'es développeur Spring Boot, fais une formation Spring Boot, tu vois un peu ce que ça fait, machin. Tu peux faire du coaching, aider les personnes à se lancer, à résoudre un problème, etc. Donc ça, c'est les grandes pistes. Après, il y en a d'autres aussi, mais dans les grandes lignes. Et puis après, tu peux peut-être monter aussi un business qui n'a rien à voir aussi, si tu as des fonds, etc., etc. Donc voilà un peu pour les pistes. Question de Sophie. Et ça sera la dernière, probablement, parce que le podcast dépasse un petit peu. Tu opposes souvent les freelances et les CDI. N'y a-t-il pas d'avantage au salariat? À part devoir sucer le patron pour être augmenté et avoir des promotions, je vois pas beaucoup d'avantages. Je rigole. Les avantages du salariat. Moi, j'ai une.
Quand j'entends salariat, ça me, voilà, parce que j'aime pas le côté hiérarchique. Après, encore une fois, je tape dessus parce que il y a des profils qui sont comme moi et je sais que ça résonne. Et t'en as pas envie de salarié, quoi, tu vois. T'es salarié dans une ESN, quoi. Tu vois, le truc, dans une boucherie, le truc, c'est de l'esclavage, hein. L'esclavage, le truc, tu vois. Les ESN, tu vois. Enfin, voilà. Bon, après, ça, je dis ça par rapport aux gens qui ont un profil comme moi. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas faits pour être entrepreneurs. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas faits pour être freelance. Je sais qu'il y a des gens qui veulent avoir une paye à la fin du mois, etc., sans prendre de risques, etc. Et c'est OK. C'est OK. Mais bon, juste savoir que du jour au lendemain, peut mal se passer aussi et tout, machin. Mais après, c'est OK. Il y a des gens qui ont des belles carrières et si vous avez l'occasion et que vraiment vous avez envie et que vous trouvez la boîte qui vous plaît, où vous vous sentez bien et tout, les projets, l'équipe, machin, restez. Après, par contre, si vous vous plaisez pas, comme dirait Charles Gave dans un Reels célèbre, l'interview qu'il avait donnée à Thinkerview à la fin, dans aucun cas, vous ne restez. Vous ne restez pas dans un endroit où vous faites chier. Et ça, c'est un truc que retenez. Voilà. Maintenant, si vous aimez bien, allez-y. Allez-y, allez-y. Faites votre évolution. Si vous aimez bien l'esprit équipe, machin, tout ça, restez-y. Alors, je vais essayer de trouver des avantages au salariat. Si, il y a des avantages. Attends, il y a des avantages. Il y a des avantages. J'ai des avantages. Et le ticket resto à 5,93 € déductible des impôts. Non? Je rigole. Non, il y a des avantages, il y a des avantages. Allez, on va essayer d'être sérieux sur cette dernière question. Bien sûr qu'il y a des avantages. Et il y a un avantage, moi, que j'aurais dû jouer sur cet avantage, puisque j'ai été salarié pendant peut-être 2 ans, 2 ou 3 ans, je sais plus. Et j'ai pas bénéficié de l'avantage. Et j'aurais dû. Et c'est quoi cet avantage? Et c'est là aussi où à l'époque, en fait, je digresse un peu, c'est qu'à l'époque, en 2010-12, il n'y avait pas toutes les chaînes là, YouTube, il n'y avait pas tout le content, il n'y avait pas des gens qui te filaient toutes ces informations sur, tu vois, sur comment entreprendre, l'investissement immobilier, machin, tout ça. Et c'est là où je veux en venir, c'est que j'avais pas l'information, mais pour moi le salariat, j'avais pas envie de prendre un crédit. Euh, tu prends ton crédit sur Paris, euh, 25 ans et t'es baisé. Voilà, ta vie, t'es là et t'es à la merci du système. Euh, Ouais, t'es à la merci du système. Quand tu prends un crédit 25 ans en France, je suis désolé de le dire, t'es à la merci du truc, ton patron vient te voir, ah oui, ok, t'es salarié, donc voilà, on peut te virer, attention, alors là, t'as encore plus peur, et en fait, tu flippes d'être viré parce qu'en fait, tu pourras plus payer de crédit, on va te saisir, les enfants, la rue, machin. J'avais pas envie de ça. Mais il y a un putain d'avantage. Et à l'époque, c'est là que tu te rends compte que les infopreneurs, les gens sur le net, les podcasts, les machins, tout ça, c'est hyper important. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. À l'époque, tu avais la télé. Et la télé, c'est de la merde, en fait. Il y a que les informations, de la propagande, on va dire. Si j'avais su à l'époque que je pouvais utiliser mon CDI pour pouvoir lever de l'argent, pour pouvoir lever de la dette, pour pouvoir m'endetter auprès d'une banque pour euh, prendre un crédit immobilier, c'est de l'argent gratos en fait. Ça, c'est un effet de levier phénoménal. Tous ceux qui sont en CDI aujourd'hui, qui n'utilisent pas cet effet de levier, et pas pour leur résidence principale, pour leur résidence, pour en faire un revenu passif qui va s'autofinancer, etc., etc. Il y a plein de gens qui parlent de ça maintenant sur Internet, sur YouTube, sur Insta, sur machin. À l'époque, il n'y avait pas l'information. Et c'est d'ailleurs, là je digresse, mais les gens, on va de plus en plus vers. Il y a de plus en plus deux types de gens. Maintenant, parce qu'à l'époque, il y avait tu pouvais rater ta vie, tu pouvais passer à côté d'opportunités si tu connaissais pas un tel, machin, ceci. Il y a les gens qui savaient à l'époque. Les gens qui savaient ces techniques d'immobilier, machin, entre eux, ils gardaient, machin. Tu vois, ils faisaient effet de levier avec ça. Boum, ils investissent dans l'immobilier, ils disent passer le tuyau aux autres et tout Maintenant, c'est disponible sur le net. Et en fait, on arrive dans un monde où l'humanité va se diviser en deux catégories. Tu vas avoir d'un côté les gens, les sceptiques, les gens qui croient en rien, les gens qui foutent rien, les gens qui se passent leur journée à scroller sur TikTok, laver avec un cerveau ramolli, qui font plus rien, qui apprennent plus rien, qui sont dans l'ancien monde ravagé par TikTok. Et
et qui font plus rien de leur vie, c'est devenu des légumes, voilà, il y a ces gens-là. Et il y a ceux qui utilisent la puissance, mais la puissance d'Internet. La puissance d'Internet, la puissance d'avoir autant d'informations, la puissance des gens qui ont fait des choses. Je veux dire, moi, à l'époque, jamais j'ai vu une vidéo d'un mec sur YouTube qui m'a dit, mec, tu peux venir développeur, freelance, digital nomade, viva Bali. Enfin, j'ai dû un peu imaginer le truc. Maintenant, ça existe. Et il y a, sur tous les sujets, c'est comme ça. Et il y a des gens, ils ont accès à toute l'information, plein d'informations, plein de tuyaux, plein de trucs, plein de machins, plein de formations, plein de trucs, et ils vont scroller sur TikTok. Et ils vont dans un monde qui va devenir de plus en plus dur, de plus en plus galère, de plus en plus, voilà, on va dans un monde qui va être, ouais, on rentre dans un monde qui va être dur, les amis, tu vois. Et moi, je vois ce truc, je le vois, en fait, je le vois. Il y a des gens que je revois comme ça en France, en France, les gens, ils ont pas de boulot, ils ont pas de machin. Vas-y, monte un business en ligne, t'es au chômage, fais un truc, fais un machin. Non, ils scrollent sur TikTok. Ravagé. Donc TikTok, ça a ravagé des gens. Ça a niqué le cerveau de trop de gens. Et il y a des gens qui sont là à regarder des culs sur Insta, sur TikTok, sur machin, des vidéos de conneries. Et il y a des gens, et ceux qui captent la puissance d'Internet, de se former, de lancer. La dernière fois, j'ai halluciné. Je digresse encore sur la question, mais j'étais, je discutais, je bosse avec un copywriter. Ça, c'était il y a, je sais plus combien de temps, il y a 2 ans peut-être, 1 an, 2 ans, je sais plus. C'est un petit moment. Je bosse avec un copywriter et tout, machin. Donc, c'est quelqu'un qui peut écrire des pages de vente ou qui t'aide dans la rédaction de vente. Je me suis dit, vas-y, je vais déléguer un peu, je vais tester, voir ce que ça veut. Puis, ouais, il fait un petit taf sympa et tout, cool, tu vois. Là, je le paye, tac, une fois, 1500 balles, bam, 2000 balles, bam. Je fais des petits transferts et tout, machin. Et je dis, ah, bravo, c'est bien pour un gars qui est jeune et tout. C'était un jeune, tu vois, je pense qu'il avait 20, 19, 20, 21, tu vois. Je dis, ouais, c'est bravo, tu vois, c'est bien, 21 ans. Mais non, mec, j'ai 16 ans. Et il avait 3, 4 clients comme moi, comme ça. Il générait déjà plus de 10 000 € par mois. Et des mecs comme ça, j'en ai vu plein. J'en ai vu plein des mecs comme ça. À Bali, il y a l'année dernière, je tombe sur un mec, 2 potes. Ils ont à peine 20 ans, les mecs. Ils sont là, ils sont sur Internet, pap, ils font des formations, ils font de l'e-commerce, ils font des choses, quoi. Ils font des choses, tu vois. Il y a les pubs qui tournent, ta, ta, ta. Mais man, à l'époque, c'était impossible. C'était juste impossible. Et là, à 20 ans, t'as des gens qui font ça. Même pas 16 ans. Ils gagnent plus que le développeur en CDI, là, dans le SN de, je sais pas quoi, là, les viandards, tu vois. Donc ça, c'est une folie. C'est une folie. Il y a un avantage énorme parce que tout le monde dit ouais, mais avant c'était mieux, avant il y avait moins de freelance, avant il y avait moins de trucs, avant c'était mieux, maintenant c'est dur. Non, maintenant c'est dur pour les gens qui restent sur TikTok éclatés. Ceux qui se forment, ceux qui suivent des gens qui ont fait des choses. Mais c'est incroyable, moi je regrette qu'à l'époque, pour revenir à cette histoire des avantages du salariat, je n'avais pas cette putain d'information. Il y avait personne qui avait lancé sa chaîne YouTube oui, il y avait des gens aussi, je crois qu'il y avait un mec peut-être, je sais plus, il y avait des trucs à l'ancienne quoi, tu vois. Et si à l'époque il y avait eu ça, s'il y avait eu toute cette information, eh bien j'aurais su qu'en fait avec quand t'es salarié, tu peux lever de la dette. Tu vas me dire, ouais, mais tout le monde le sait qu'on peut prendre un crédit. Oui, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, quand tu prends un crédit immobilier, c'est censé être ta résidence principale. Et moi, quand je suis allé voir, ouais, c'est pour résidence principale et tout, je dis non, moi, ça m'intéresse pas, j'ai envie de faire autre chose, machin. Ouais, mais c'est comme ça. Sauf que non, il y a moyen, et d'ailleurs, si vous êtes salarié, faites-le. Il y a moyen, légalement ou à moitié légalement, enfin, il y a toujours des astuces, il y a toujours des machins, enfin, voilà, il y a moyen. Et d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un d'ailleurs à Toulouse qui a fait ça et qui a levé 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est-à-dire que, en fait, il existe en France quand tu es salarié. Mais c'est l'avantage des salariés. Sophie, tu me dis quel est l'avantage du salariat. Je vais te donner l'avantage du salariat. Moi, je connais quelqu'un qui était un développeur que j'ai rencontré à Toulouse. Il est resté développeur dans une SS2I de merde. Je ne dirais pas le nom, les Al avec un T. Tout le monde connaît ces SS2I, ces boucheries. Lui, c'est marrant, il m'a dit
C'est marrant, mais c'est de l'esclavage moderne, mais version matière grise, quoi. Tu vois, c'est marrant, je retiens le truc. Tu vois, c'est cette boucherie-là, c'est viandard, tu vois. SS2I qui t'amène de projet foireux en projet foireux qu'on n'a rien à foutre de toi. Ces gens sont ignobles. Ces gens sont ignobles. Ils sont ignobles à quel point ces gens n'ont aucun respect pour une carrière de dev, quoi. Bref. Puis moi, je restais là-dedans, c'était de la merde, hein. J'avais mon CDI. Et je suis tombé sur la vidéo de je sais plus qui me voilà, j'ai pris de la formation de machin truc pour j'ai vu qu'en fait on pouvait lever de la dette, donc j'ai pris un appartement, voilà, j'ai eu mon crédit, voilà, bah, j'ai acheté un appartement, région parisienne. Puis après je me suis dit bah, j'ai levé 200 000 euros, 300 000 euros avec mon CDI, et puis je le refais avec une autre banque, et puis je le refais avec une autre banque, et puis finalement, et puis finalement j'ai levé 1 million d'euros. Incroyable, incroyable ce truc, incroyable. Je savais pas. Après, son histoire, il me la raconte, mais enfin, je savais que ça existait en fait parce que je connais un formateur très connu à Bali enfin, qui habite pas à Bali, mais qui est souvent à Bali, qui fait des formations sur l'immobilier. Voilà, on le sait. Tout le monde dit si vous êtes en CDI, levez de la. Et bah ça, typiquement, bravo à lui, il l'a fait. Si tu es développeur en CDI, bah bon, c'est toi sur ce truc-là. Ouais, oui, mais ton banquier va te dire non, mais t'inquiète pas, il y a moyen, il y a moyen. Donc, le seul avantage, enfin, il y a peut-être d'autres avantages, mais moi, l'avantage que je vois et que peut-être je regrette de ne pas avoir utilisé, c'est l'effet de levier, l'effet bancaire que je peux avoir grâce au salariat. Alors, en freelance, c'est possible aussi, hein. En freelance, c'est possible, c'est un peu plus compliqué, il faut justifier de plusieurs années de comptabilité, mais si vous êtes freelance aussi, vous pouvez le faire. Et, euh, et voilà, bah, pour les avantages du salariat. Donc, les salariés, d'ailleurs, avant de passer, bah, j'ai plus de batterie. Voilà, bah, on termine, c'est bien, on termine ce podcast comme ça. Ceux qui sont en salariat, profitez-en. Je vous souhaite une bonne semaine. Mettez un petit commentaire sur les réseaux, sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao, ciao.